Bienvenue à tous dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart qui décrypte les marchés. Au sommaire de cette édition ce soir, l'emploi américain bien sûr au centre de toutes les attentions cet après-midi. Les créations de postes non agricoles aux US pour le mois d'avril 2024 sont sorties au nombre de 175 000 seulement contre un consensus Bloomberg de 243 000. Le taux de chômage lui est en légère augmentation à 3,9% contre 3,8% un mois plus tôt. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,2% en comparaison du mois antérieur contre plus 0,3% pour le consensus et plus 0,3% un mois plus tôt. Bad news is good news. Les signes de fléchissement de l'emploi américain plaident en faveur d'un assouplissement de la politique monétaire, ce que saluent évidemment les marchés aujourd'hui. Et les places boursières US et européennes sont dans le vert. Côté micro, c'est la publication des résultats de Apple qui a eu un retentissement majeur sur les marchés. Le groupe de Cupertino enregistre certes une baisse de son chiffre d'affaires de 4,3%, mais c'est une baisse moins importante que prévue par les analystes. Et puis, la firme à la pomme fait aussi savoir qu'elle anticipe une hausse de plus de 10% sur l'année de ses ventes et de son business de service. Et ce n'est pas tout. Elle relève son dividende de 4% et elle dévoile un plan de rachat d'actions de 110 milliards de dollars, de quoi enthousiasmer les marchés. Le titre a pris un peu plus de 6% cet après-midi. Voilà pour les sujets du jour sur lesquels on reviendra bien sûr avec nos invités de Planète Marché. Et puis, comme tous les premiers vendredis du mois, nous ferons un peu d'analyse fondamentale ce soir et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, j'aurai le plaisir de recevoir Nikolai Marinov, analyste financier et gérant chez Clarton Associés, qui reviendra pour nous sur l'analyse fondamentale de Rolex. Mais tout de suite, avant d'accueillir nos invités, un retour sur les infos clés du jour sur les marchés. Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel. L'ensemble des bourses européennes s'apprête à finir la semaine dans le vert et le CAC 40 gagne plus de 1% et tourne autour des 8000 points après la publication du rapport américain sur l'emploi du mois d'avril. Les États-Unis ont créé 175 000 emplois au mois d'avril, moins que les 240 000 prévus et après les 315 000 du mois précédent. Concernant le taux de chômage, il est légèrement supérieur aux attentes à 3,9%. Enfin, le salaire horaire, qui est un indicateur surveillé par la Fed, n'augmente que de 0,2% sur un mois et de 3,9% sur un an. C'est moins qu'anticipé. Toujours aux États-Unis, mais du côté des résultats d'entreprise, les investisseurs ont pris connaissance hier soir des comptes d'Apple pour le second trimestre, qui fait état de revenus et de bénéfices en recul sur la période, mais au-dessus des attentes. Les investisseurs appréhendaient surtout une forte baisse des ventes en Chine, un marché très important pour Apple. Des ventes qui baissent, certes, mais moins que ce qui était attendu. Enfin, le groupe a annoncé un programme de rachat d'actions à hauteur de 110 milliards de dollars. L'entreprise table aussi sur un retour à la croissance pour ses revenus pour le trimestre en cours. Le titre ouvre en hausse de plus de 7% à Wall Street. Dans le monde des cryptos, Coinbase fait état pour la toute première fois d'un bénéfice net supérieur aux milliards de dollars, des résultats rendus possibles grâce notamment à l'arrivée des ETF Bitcoin Spot approuvés par la SEC début janvier dernier. Le titre Coinbase est en hausse à l'ouverture de Wall Street. Retour en France maintenant, où les investisseurs étaient attentifs aux publications de deux banques. L'une est en hausse au sein du CAC 40, l'autre lanterne rouge. Commençons donc tout de suite avec le Crédit Agricole qui fait état de revenus en forte hausse et supérieurs aux attentes au premier trimestre. Des résultats si encourageants que la banque espère atteindre fin 2024 ses objectifs prévus pour 2025. Aux antipodes, donc, nous retrouvons la Société Générale. Sa publication déçoit. Le titre est en recul de 6% au sein du CAC 40 cet après-midi. La banque publie un résultat net en recul de 22%, mais cela reste supérieur à ce qu'attendait le marché. Enfin, hors indice phare, JCDecaux fait état d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes à plus de 800 millions d'euros. Cette publication est saluée par les investisseurs. Son titre prend 9% au cours de la séance. Du côté des IPO en Espagne, pour son premier jour de cotation, puis la maison mère de Rabanne, Nina Ricci ou encore Jean-Paul Gaultier a ouvert en hausse avant de reculer légèrement. Cette introduction est l'une des plus importantes en Espagne depuis 10 ans. Un mot avant de finir aussi sur le taux de chômage du mois de mars en zone euro qui ressort conforme aux attentes et similaire au mois précédent à 6,5%.
Côté macro, le début de la semaine prochaine sera rythmé par les prix à la production industrielle et les ventes de détail en zone euro pour le mois de mars. Plus tard dans la semaine, la Banque d'Angleterre rendra sa décision monétaire. Côté micro, d'autres résultats d'entreprise pour le premier trimestre sont attendus la semaine prochaine. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk Chetouane, responsable stratégie marché globaux chez Natixis CCM, est à nos côtés. Bonsoir Mabrouk, merci d'être là. Merci également à Régis Béguet, partenaire et gérant chez Zadig AM. Bonsoir Régis. Bonsoir Clémence. Et enfin merci à Nicolas Gutzmann, responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la Cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors, on va tout de suite commencer par la question qui agite les marchés. Alors, on a eu l'intervention de Jérôme Powell le 1er mai, qui a dit qu'une baisse des taux n'était pas envisageable maintenant compte tenu de la résistance de l'inflation. Mais bon, c'était quand même bien une désinflation qui était envisagée et une baisse des taux qui continue d'être anticipée. Il a quand même écarté une hausse. Mais on ne sait pas évidemment avec certitude quand est-ce que la baisse interviendra. Alors évidemment, les marchés surveillent de très près tous les indicateurs macroéconomiques qui pourraient influencer la politique de la Fed. On l'a bien vu cet après-midi avec les chiffres de l'emploi américain. Alors est-ce qu'on peut encore s'attendre à une baisse des taux en 2024 ? Est-ce que ce sera une ? Est-ce que ce sera deux ? De quelle ampleur ? Vous voulez commencer ? Pourquoi ? Allons-y. Alors, en fait, une ou deux, ça ne changera pas grand-chose en réalité. Voilà. C'est pas le sujet. Ce qui compte, en fait, c'est l'orientation de la politique monétaire. Et là, Jérôme Powell a encore, entre guillemets, brillé par sa capacité à jouer les équilibristes. En même temps, en disant finalement qu'il était capable de réagir à toute évolution adverse du marché du travail. Donc là, effectivement, ce chiffre de l'emploi, les créations d'emplois, a été à un moment donné perçu comme étant bad news is good news en réalité. Mais, oui. Mais fondamentalement, quand on regarde un peu dans le détail, on a déjà eu des chiffres finalement au mois de janvier de cette année montrant qu'on avait seulement 175 000 créations d'emplois. C'est remonté à plus de 300 000 après. Oui. Le chiffre du mois dernier a été révisé à la hausse. Donc là encore, il convient finalement de se montrer un peu prudent sur la lecture de ce chiffre-là, qui a été par ailleurs, notamment sur la composante prix de l'ISM Service, qui pose un problème finalement à la Fed, et ça a été rappelé, publié cet après-midi, et qui a littéralement, on va dire quasiment effacé toute la baisse des taux d'intérêt à long terme qu'on a observé suite à la publication de ce chiffre. Donc encore une fois, finalement, est-ce qu'il est urgent pour la Fed de bouger, entre guillemets, sa politique monétaire ? Non. Les marchés font le travail, entre guillemets, de durcissement des conditions financières en maintenant des taux d'intérêt, finalement, à leur niveau actuel. Et donc, le higher for longer prend tout son sens. Et ça devient d'autant plus, finalement, et ça a été posé comme question, c'est une question que j'ai trouvée extrêmement pertinente lors de la session de questions-réponses. Ouais. Au fond, quand on a une croissance potentielle qui, globalement, d'après les premières estimations, même si c'est beaucoup trop tôt, finalement, pour pouvoir estimer cette dernière, qui est possiblement en hausse, et bien fondamentalement, on aurait sans doute un peu plus d'inflation dans le tuyau. Donc, même si Jérôme Powell a bien dit qu'il ne tolérerait pas plus de 2% d'inflation, mais ça, c'est de la rhétorique, et bien finalement, est-ce qu'il est nécessaire, finalement, de baisser tout de suite, aussi violemment que le marché ne le demande, etc. Le marché est toujours dans l'exagération. On le voit encore cet après-midi avec ce qui s'est passé sur le marché obligataire. Surréagit tout le temps, et donc c'est à la Banque centrale d'apporter un peu de sérénité, tout en finalement disant nous sommes prêts à agir si jamais effectivement la situation le nécessite. C'est ce que Jérôme Powell a dit, mais en l'occurrence, en l'état actuel des choses, et compte tenu de ce qu'on observe sur le marché finalement dans l'économie, il n'est absolument pas question finalement de bouger nos taux d'intérêt. Je rappelle juste un point, encore une fois, sur le secteur manufacturier, qui est le secteur exposé fondamentalement, et bien celui-ci finalement montre qu'il se comporte, on va dire, certains aspects, certains points, certains items de l'ISM manufacturier sont, entre guillemets, supérieurs à ce qu'ils étaient en début d'année. Donc c'est dire à quel point, fondamentalement, on est dans un cycle qui reste encore extrêmement fort aux États-Unis. La résilience du cycle américain est là, et globalement, on ne voit pas aujourd'hui ce qui, à brève échéance, pourrait effectivement casser cette dynamique-là. Donc c'est pour ça que temporiser, attendre finalement, je suis quasiment certain que Jackson Hole, encore une fois au mois d'août, sera le moment pour les banquiers centraux, notamment pour Powell, une nouvelle fois de saisir en fait cette tribune pour s'exprimer et dire fondamentalement quelle sera la feuille de route pour le restant de l'année. Alors une ou deux baisses, fondamentalement, ça ne changera rien. Ouais.
Régis Béguet, votre avis vous, sur la feuille de route de la Fed? Oui, écoutez, je crois que ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. Jérôme Powell a fait sien l'aphorisme d'Alan Greenspan, le fameux aphorisme d'il y a 25 ans. Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Et je crois que c'est vraiment un bon résumé de ce qu'il a dit mercredi. On ne voit pas très bien. Mais on sait qu'il va baisser les taux. Un jour, je ne vois vraiment pas du tout d'urgence au vu des dernières données que nous avons eues à baisser les taux. Même si aujourd'hui, effectivement, pour plus ou moins la première fois, on a eu un chiffre qui n'est pas forcément significatif d'un marché de l'emploi un peu moins dynamique que ce qu'il était jusqu'à présent, et même si on a un taux de chômage qui a effectivement monté de 3,9 à 4,1%, on a toujours une inflation salariale, une augmentation des salaires. Il a aussi, même si aujourd'hui le chiffre est un peu plus faible qu'attendu, est quand même proche de 4%. Ouais. Les derniers chiffres de l'inflation guident plutôt entre 4,5 et 5% d'inflation sur l'ensemble de l'année. On est donc très 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 loin de l'objectif qui est, rappelons-le, de 2%. Donc ça n'est pas parce que nous sommes dans une phase de ralentissement de l'inflation que nous sommes sur le point d'atteindre l'objectif de la Fed. On en est, à vrai dire, assez loin. Alors en fait, je pense que ce qui a poussé les marchés à imaginer que ces baisses de taux interviendraient très rapidement, c'est effectivement l'échéance des élections américaines qui arrivent en novembre. Et on se dit c'est difficile pour la Fed d'intervenir juste au moment des élections. Mais c'est vraiment juste au moment. Après, une non-intervention, c'est aussi un acte de gestion de ne pas intervenir. Donc, je veux dire, dans quelle mesure et qui il avantage ou elle désavantagerait spécialement en agissant sur les taux au moment des élections, c'est pas très clair. Ça donnerait peut-être du grain à moudre aux candidats en disant bon, je suis victime de la Fed. Effectivement, ça donnerait un prétexte. Mais fondamentalement, c'est pas la baisse des taux de la Fed 15 jours avant qui va changer le résultat des élections américaines. Donc je pense que c'est un peu une fausse échéance. Et pour moi, il n'y a vraiment aucune perspective de baisse de taux à court terme qui serait justifiable par les données que nous avons. Encore une fois, on a une économie américaine qui se porte très 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 bien sur tous les plans. Là, il y a un tout petit signe de ralentissement. S'il venait à se confirmer dans les mois qui viennent, pourquoi pas, mais je vois vraiment pas l'urgence. Et si jamais l'inflation se stabilisait autour de ces 5%, et que la Fed soit rentrée dans un cycle de baisse des taux, comment elle remonterait les taux immédiatement après les avoir baissés. Oui. C'est déjà arrivé par le passé, mais ce ne serait pas un très bon signal envoyé au marché. Nicolas, votre avis sur le calendrier de la Fed ? Si on regarde le calendrier, en fait, la prochaine réunion importante, c'est donc le 12 juin. La prochaine, c'est le 31 juillet. Donc, d'ici le 12 juin, on aura seulement une publication d'emploi supplémentaire. Ouais. On aura 2 rapports d'inflation qui vont être publiés d'ici là. Or, ce qu'il a dit mercredi soir, c'est justement d'indiquer qu'on a eu 3 mois consécutifs d'une inflation qui était plus forte que ce qu'on anticipait précédemment. Oui. Et donc, il va lui falloir au moins 3 lectures d'inflation, c'est-à-dire 3 chiffres d'inflation dans le sens inverse pour lui permettre d'avoir éventuellement une ouverture pour pouvoir baisser les taux. Donc, on peut déjà exclure le mois de juin, ce qui était anticipé précédemment. Et quand on regarde ce qui était anticipé notamment au mois de mars par la médiane des gouverneurs, en fait, on avait une anticipation de 3 baisses de taux qui était anticipée à ce moment-là, mais cette médiane-là a été obtenue justement par une seule voix d'un seul gouverneur. Donc, on peut très facilement imaginer qu'il ne faudra qu'un gouverneur pour modifier ce cycle de 3 à 2 baisses de taux, ce qui sera probablement le cas lors de la publication du SEP au mois de juin, avec tout de même une possibilité pour le mois de juillet qui serait ouverte si jamais les 3 lectures d'inflation qui seront publiées d'ici là sont vraiment dans le rang et viendraient infirmer ce qui s'est passé au début d'année. Et quand on regarde ce qu'a dit Powell, aussi bien au mois de mars que lors de cette réunion-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait dit qu'il n'avait pas surréagi lors de la très forte baisse qu'on avait eue à lors du dernier trimestre 2023. Ouais. Parce qu'il considérait qu'il y avait des effets statistiques dans ces chiffres-là. On a vu notamment sur les biens, tout ce qui était relatif à l'électronique, qui avait connu une baisse tout à fait historique pendant cette période-là. Or, au premier trimestre, on a une inversion de cette tendance-là. Et donc, en fait, ils n'ont pas surréagi à la fin de l'année. Ils n'ont pas surréagi non plus en ce début d'année avec la hausse de l'inflation. Et donc, ce qu'ils veulent voir, c'est éventuellement un retour à la tendance qu'ils avaient précédemment, justement à cette retour de cette tendance de désinflation,
Par contre, si on arrive sur ce chemin-là, je pense qu'il y a une réelle volonté de la Fed de pouvoir intervenir avant qu'il ne se passe quoi que ce soit avant sur le niveau de l'emploi. Oui. S'ils peuvent agir donc en faisant baisser leur taux uniquement sur le rythme d'une baisse de l'inflation, donc en suivant bêtement la baisse de l'inflation, en suivant d'ailleurs les règles de Taylor, où on serait aujourd'hui quasiment au niveau actuel de la Fed, on pourrait avoir justement un signal donné par la Banque centrale américaine qui permettrait de dire on n'a pas besoin justement d'avoir une situation qui commence à être mauvaise pour pouvoir réagir, on est capable d'agir avant, ce qui serait également, je pense, une préparation du terrain de ce qui se passe au deuxième semestre de cette année, c'est-à-dire la mise en place de la revue de stratégie politique monétaire qui interviendra, dont le résultat sera donné l'année prochaine, donc mi-2025, et de donner vraiment un aspect un peu plus pro-croissance, encore plus pro-croissance que la Fed ne l'est déjà, à l'intervention future. Mais je pense qu'il y a vraiment une réelle volonté de leur part, déjà une croyance, je pense, assez forte que la désinflation n'a pas été mise en danger par ce qui s'est passé lors du premier trimestre. Ouais. Ensuite, on est capable de ralentir parce que les chiffres effectivement du PIB, même s'ils étaient à 1,6%, en fait, quand on regarde sous le capot, on voit que les chiffres étaient très bons au premier trimestre. Le rythme de création d'emplois est également très bon pour le moment, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais s'ils ont la possibilité de baisser les taux avant même qu'on ait des dégâts qui soient causés par la politique monétaire, ça serait vraiment parfait de leur côté. Le seul point, c'est que jusqu'à présent, la politique monétaire n'a causé quasiment aucun dégât. C'est un peu ça la difficulté. Et parce que, sauf effectivement pour les petites entreprises qui ont beaucoup de difficultés à se financer et certains, et même sur le marché immobilier, je ne parle pas de l'immobilier commercial, pour le moment, entre guillemets, les dégâts sont relativement contenus. Parce qu'on a eu effectivement une politique budgétaire complètement, effectivement, on va dire, hors de contrôle, si je puis dire. Quand on regarde effectivement certaines métriques, le déficit budgétaire américain, il est encore effectivement extrêmement fort, il sera extrêmement fort cette année, et rien n'exclut que quand on regarde un peu la politique promise par les deux candidats, on reste un peu dans cette thématique effectivement de de l'expansion budgétaire. En tout cas, Donald Trump ne parle pas effectivement de réduire le déficit. Il parle de réduire les dépenses, mais effectivement de ne pas réduire le déficit. Donc lui, c'est les politiques fiscales. Et Joe Biden, lui, j'ai pas l'impression qu'il ait effectivement intégré une thématique de réduction de déficit. Donc ça va être encore plus compliqué pour la Fed finalement de devoir envisager une réduction des taux d'intérêt, en sachant même que finalement c'est cette politique budgétaire qui a soutenu, qui est un des moteurs de croissance finalement de la. C'est en fait finalement très intéressant. Quand vous regardez quand vous décomposez le PIB et que vous sortez les éléments en fait, sur lesquels la Fed ne peut pas grand-chose. En gros, les dépenses du gouvernement et notamment tout ce qui est structure, équipement structure, en fait, qui est en fait le reflet des subventions qui sont données au marché américain pour la politique industrielle américaine. Et en fait, on voit que c'est ça qui tire le PIB à la hausse, alors que le reste de l'économie en fait est revenu à une situation normale. Et donc puisqu'on fait sur le pan de l'activité qui dépend vraiment de la Fed, on est déjà un retour à la normale. Pourquoi essayer de faire baisser ce niveau d'activité à un niveau qui serait inférieur pour compenser une politique industrielle aux États-Unis dont le but final est, comme le nom l'indique, IRA par exemple, et de lutter structurellement contre l'inflation. Donc il y a une espèce de paradoxe, c'est que la Fed viendrait lutter, compenser une situation qui serait un excès de PIB, dont l'objectif lui-même est de faire baisser l'inflation structurellement à l'avenir. Et donc là, en fait, il y a vraiment une question quasiment philosophique pour la Fed, c'est qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là. Et quand on regarde les composantes qui sont vraiment très sensibles à la politique de la Fed, donc tout ce qui est investissement résidentiel, les biens durables, la consommation de biens durables, tout ce qui se fait à crédit, là on voit que ce qui s'est passé lors de l'année 2023 était quand même assez sévère. Et en fait, oui, l'activité économique américaine a bien réagi a réagi comme on l'attendait à la politique monétaire américaine. Est-ce qu'il est vraiment utile d'aller beaucoup plus loin et d'affaiblir ce niveau d'activité-là pour compenser quelque chose qui est vraiment décidé d'une part par les électeurs et par le gouvernement en place. Alors vous parlez d'anomalie, mais il y en avait quand même une énorme aussi sur le PIB américain au premier trimestre. C'est justement cet investissement résidentiel. On a quasiment qui est reparti, mais de manière pas non plus entre guillemets juste, c'est pas un petit rebond, c'est quand même un rebond tout à fait substantiel, qui est d'ailleurs un peu curieux, qui interpelle. On aura sans doute une deuxième estimation qui va revoir ce chiffre, ça j'en suis quasiment convaincu, mais là encore, ça interroge finalement sur même la sensibilité de l'économie américaine face à cette politique monétaire, qui ont... En fait, la crainte, finalement, je pense, c'est de ne plus avoir la main mise, de ne plus avoir le contrôle sur le cycle américain. Alors même que l'une des missions d'une banque centrale, c'est de lisser le cycle. Or là, le cycle, manifestement, il a l'air d'avoir emprunté une espèce de tendance légèrement haussière,
au-dessus du potentiel, ce qui bien évidemment ne manquera pas de générer des tensions inflationnistes. Bon, ça c'est en théorie bien sûr. Et sur l'ensemble de l'année, en fait, tout ce qui est vraiment très sensible à la politique monétaire est quasiment passé d'un rythme de 8% en nominal en 2022 à quasiment 0% en 2023, si on lit sur tout l'ensemble de l'année. Donc on voit quand même qu'il y a un effet qui est quand même relativement substantiel. Et oui, effectivement, les chiffres du PIB américain, il y a plein de distorsions qui sont intervenues lors du premier trimestre. Quand on regarde vraiment dans le détail du détail, en fait, on voit d'ailleurs notamment les commandes en équipement d'investissement. Si vous regardez justement la composante avion, en gros Boeing, en fait, ça pèse 0,3 points de PIB sur le premier trimestre. Ce qui est absolument gigantesque. Oui. Et si vous sortez les importations américaines, en fait, qui n'est pas forcément un mauvais signe, mais la demande domestique privée, c'est-à-dire vraiment les dépenses des ménages et des entreprises en investissement, on arrive à un taux de croissance qui est de 3,1%, donc qui est tout à fait enviable, notamment pour la zone euro. Alors, on va peut-être se pencher sur l'Europe maintenant. Alors, l'inflation en Europe, alors elle, évidemment, elle reflue. On est à quand même 2,4%, une stabilisation conforme aux prévisions. Donc, bon, la porte est grande ouverte pour une baisse en juin. Est-ce qu'il y aura vraiment une baisse en juin? Est-ce qu'on va avoir un découplage monétaire entre US et Europe? Est-ce que finalement, c'est vraiment nécessaire de baisser, étant donné que même avec une politique restrictive, l'économie européenne, elle se porte plutôt bien? Régis, vous en pensez quoi? Alors la baisse en juin, elle est quasiment certaine, ne serait-ce que pour une question de crédibilité, puisque la Banque Centrale Européenne s'est exprimée non seulement par la voix de sa présidente, mais par la voix d'autres banquiers centraux locaux, notamment en France, Villeroy de Galhau, etc. Ils se sont déjà plus ou moins engagés sur cette baisse des taux. Ce serait vraiment assez curieux de ne pas la faire. Est-ce qu'elle est absolument nécessaire? Même si effectivement on a un petit redressement des PMI en Allemagne qui est peut-être lié à un petit redressement en Chine, la croissance de la zone euro reste quand même plus ou moins anémique par rapport aux États-Unis. Donc de toute façon, la dynamique de la zone euro justifie moins structurellement des taux très très élevés en zone euro. Par ailleurs, en revanche, la Banque Centrale Européenne ne peut pas se départir complètement de la politique de la Fed, parce que vous auriez un effet devise induit sur la hausse du dollar qui créerait non seulement des problèmes de compétitivité aux États-Unis, mais de l'inflation importée, de la baisse de pouvoir d'achat et finalement un ralentissement économique induit en Europe, et qui serait l'effet opposé de celui qui est cherché par la baisse des taux. Donc même s'il y a baisse des taux en juin, de toute façon, si la Fed après ne rentre pas elle-même dans un cycle baisse des taux, cette baisse en Europe sera limitée et peut-être s'arrêtera dès la première baisse. C'est pas inimaginable. Elle attendra que la Fed bouge ensuite. Elle suivra la Fed par la suite. Et de toute façon, logiquement, les deux composantes inflationnistes des États-Unis et de la zone euro ne peuvent pas se découpler de manière diamétralement opposée. Oui. Il y a un point qui les départage quand même, c'est côté États-Unis, il y a une dépendance énergétique que nous n'avons pas, donc ça effectivement ça pèse. On a le retour aussi, on a un peu tendance à l'oublier, mais des effets de base positifs liés à l'énergie, donc pas de chance, ça reviendra effectivement à la fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre. Donc ça va un petit peu en fait ennuyer un peu la BCE, mais bon ça limite c'est pas trop grave, puisque comme Régis l'a souligné effectivement, la première baisse de taux finalement de la BCE a été, on va dire, téléphonée, donc là il n'y a pas de doute. La question qui reste en suspens, c'est le cycle en fait européen. On a eu le premier chiffre de croissance, première estimation, 0,3, bien au-delà des attentes finalement. Donc la croissance est certes faiblarde, mais pas aussi, faut pas l'enterrer tout de suite. Et globalement, il y a quand même pas mal d'indicateurs. En fait, quand on regarde notamment en Allemagne, qui était entre guillemets le canard boiteux de la croissance européenne l'an dernier, l'Allemagne commence effectivement à montrer un peu plus de signes de vigueur. Bien sûr, oui. Ça s'améliore. Oui. On aurait pu descendre plus bas, mais finalement, on aurait pu seulement se contenter d'une stabilisation, mais finalement, c'est en train de s'améliorer. Et pas seulement en Allemagne, finalement, il y a aussi en France où la situation n'est pas non plus exceptionnelle, mais là aussi, certains indicateurs montrent que c'est pas si non plus mauvais. Et puis on a toujours l'Espagne qui finalement, bon an mal an, s'en tire plutôt pas trop mal, et puis l'Italie qui continue son rattrapage. Donc quand vous mettez les 4 pays cœurs de la zone euro et qu'on met tout ça finalement bout à bout, on se dit, bon, alors le cycle européen,
il est en train finalement de se stabiliser. Dans le meilleur des cas, il est en train de s'améliorer. Et à un moment donné, sur un malentendu, ça pourrait même rebooster un peu finalement la dynamique du marché du travail, qui elle-même reste extrêmement compliquée, parce qu'encore une fois, on a les mêmes problèmes, un décalage entre l'offre et la demande de travail qui fait qu'on a des pressions salariales. Encore une fois, cette étude publiée par la BCE montrant qu'effectivement les tensions salariales attendues d'ici la fin de l'année sont assez significatives en France comme en Allemagne. Et donc, in fine, on se dit une hausse de taux en juin, oui, et puis finalement, attendons. Et c'est ce qu'a dit Madame Schnabel, finalement, indiquant que, ok, très bien, on va faire notre première baisse de taux, en juin, mais attention, on va attendre et on va voir et on va mesurer effectivement le timing nécessaire pour que finalement nous puissions intervenir une seconde fois. 3 baisses de taux, c'est possible. 2 baisses de taux, c'est aussi envisageable, à condition qu'effectivement, on ait quelque chose qui vienne de la Fed. Puisque finalement, la dimension change. C'est jamais dit de manière explicite, mais De Guindos l'a indiqué. Là aussi, il ne faut pas non plus négliger la dimension euro, la dimension change, qui bien évidemment peut contribuer de manière un peu marginale, certes, mais contribuera, si jamais ce dernier se déprécie de manière beaucoup trop substantielle, à une réimportation finalement de l'inflation, chose dont on pourrait bien se passer effectivement en Europe. Oui. Nicolas, votre position sur la baisse de taux de la BCE? Oui, pour le mois de juin, effectivement, c'est plus ou moins acquis. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'on avait quand même une opposition qui a commencé à se former au cours des derniers mois, notamment ce que vous avez dit sur François-Olivier Droit de Gallo, effectivement, qui à partir du mois de décembre dernier a commencé à défendre une position qui était assez opposée, notamment à son ami Joachim Nagel de la Bundesbank. Et de voir que les lignes ont quand même un peu bougé. Je pense que on va dire la majorité, on va dire hawk de la BCE garde tout de même la main. Ils ont accepté d'avoir cette baisse au mois de juin. On voit que notamment il y a notamment Robert Holtzmann, l'Autrichien, qui a commencé à dire qu'il ne voulait pas un séquençage de baisse d'inflation et notamment une deuxième baisse au mois de juillet. Je pense qu'il va quand même y avoir une confrontation entre les différents gouverneurs. Parce que quand on regarde en fait la zone euro, oui, le chiffre effectivement du PIB n'était pas mauvais pour le premier trimestre, c'était même plutôt bon. Quand on regarde les grands pays, l'Allemagne, la France, en dehors de la France, en fait, quand on regarde l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, en fait, on voit que ça vient surtout de la balance externe et que par contre la demande intérieure, dont dépend vraiment, sur laquelle la politique monétaire a le plus grand effet, on voit que ça reste quand même très faiblard. Et quand on regarde la demande domestique américaine par rapport à la demande domestique européenne depuis la période Covid, on a un écart de quasiment 10 points entre les deux. Donc si la BCE voudrait avoir un petit peu de croissance qu'on n'a toujours pas eu depuis 18 mois en zone euro, c'est-à-dire depuis la hausse de taux, il faut commencer à baisser les taux. Et justement, si on avait le début d'une reprise qui commençait à s'amorcer, de pouvoir accompagner cette reprise par une baisse de taux pour pouvoir enfin essayer de rattraper un petit peu le retard colossal qu'on a accumulé avec les États-Unis, ça me semblerait quand même de bonne politique. D'autant plus que quand on regarde les fondamentaux aujourd'hui de l'économie européenne, si vous prenez les chiffres d'inflation aujourd'hui pour pouvoir justifier des taux à 4%, dans une règle Taylor, il vous faudrait considérer que l'économie européenne aujourd'hui est supérieure à son niveau potentiel, ce qui me semble absolument absurde. Donc dans ces conditions-là, il me semble effectivement urgent de leur part de baisser les taux. Je pense qu'ils auraient même déjà dû le faire précédemment, et de pouvoir continuer à amorcer ce virage-là pour pouvoir justement accompagner une reprise européenne, qu'elle soit un peu plus vigoureuse que ce qu'on avait connu aussi bien sur les derniers trimestres que lors de la décennie précédente. Alors, est-ce que ça va être le bon moment, justement, ce deuxième semestre, pour commencer à investir en Europe? Alors, si on a une baisse de taux en juin, est-ce que ça peut pousser quand même le marché action européen, le faire se relever un peu? Est-ce qu'il y a des perspectives et est-ce qu'il y a des valorisations attractives quand même un peu plus qu'aux US, non, Régis? Alors d'abord, se relever un peu, vous êtes un peu dur, parce que le marché européen, il est quand même pas très loin de ses plus hauts historiques. Donc la performance n'est pas si épouvantable que ça, bien au contraire. Elle a même été assez agréablement surprenante. C'est depuis le en avril, est-ce qu'il y a mais effectivement, il y a toujours une décote significative du marché européen par rapport aux actions américaines. Cette décote, elle est quand même historique, elle n'est pas non plus absolue, parce que secteur par secteur, la décote n'est pas si importante que ça. Il se trouve que la pondération des actions américaines de la technologie aux États-Unis, des valeurs qui sont à la mode, on va dire, aux États-Unis, est beaucoup plus importante que celle de l'Europe. L'Europe n'a pas créé de géants numériques, ou très
peu, et donc le marché a effectivement eu une performance qui est moindre à cause de cela, mais à cause de sa composition, pas tant que cela à cause de la comparaison des deux. Après, il y a un autre secteur qui est beaucoup plus décoté en Europe qu'aux États-Unis, c'est celui des banques, évidemment, parce que, mais ça c'est lié à la réglementation européenne qui a été extrêmement lourde après la crise de 2011, notamment la crise de la zone euro. Il y a eu vraiment une réglementation européenne qui a énormément pesé sur le secteur, qui a alourdi le secteur. On est arrivé au bout de ce cycle-là de nouvelles réglementations, mais très clairement, le secteur des banques européennes aura beaucoup de mal à rejoindre la valorisation des banques américaines, dans lequel il y a une dynamique qui est beaucoup plus forte. Tout cela étant posé, oui, il y a encore des opportunités en Europe, sans doute plus qu'aux États-Unis. On a eu une concentration des indices ces 2 dernières années qui s'était interrompue en 2022. Il y avait une normalisation des marchés en 2022, après la bulle de 2020-2021, post-Covid. Il y avait une normalisation. Et puis, curieusement, alors que les taux restaient élevés, le marché s'étant mis à anticiper de nouvelles baisses des taux, on a eu à nouveau une poussée sur la partie la plus chère de la cote, et les valeurs de croissance qui en tant que telles n'ont rien de détestable, mais se trouvent être dans des niveaux de valorisation qui sont excessifs en relatif par rapport au reste du marché. Donc globalement, le marché dans son ensemble a encore beaucoup d'attrait, localement, secteur par secteur, entreprise par entreprise, en particulier parmi la partie la plus basse de la capitalisation de la cote. Effectivement, cette dynamique de baisse des taux peut être l'occasion pour les investisseurs étrangers, qui sont ceux qui font la tendance, de s'y intéresser, avec un petit warning tout de même, c'est effectivement si la devise européenne, si l'euro s'affaiblit trop pour l'investisseur en dollars, même s'il a une hausse des cours de bourse, il n'a pas un retour qui est extraordinaire. Donc il y a une limite, si vous voulez, à attirer les capitaux de cette manière-là. D'accord. Mabrouk. Il y a un point, je pense que les investisseurs ont été un peu, il y a eu cette espèce de fatigue, finalement, je pense, du thème de croissance. Parce que finalement, tout le monde a joué la croissance un peu mais oui, à fond la caisse, si je puis dire. Et donc maintenant, on se dit, ok, on a effectivement, si on regarde un peu la valorisation, même si c'est une métrique que j'aime pas beaucoup, puisqu'elle agrège des choux et des patates. Et donc, au fond, fondamentalement, quand on a finalement épuisé un peu cette thématique, vers quoi on se retourne sur une thématique un peu value. On va regarder la value. Il y a de la place pour la value, alors. Ah bah oui, quand vous regardez effectivement la performance des bancaires, quand vous regardez la performance du secteur de l'énergie, etc., toute la value, effectivement, les grands secteurs value ont quand même bien tiré leur épingle du jeu. Et donc du coup, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est se dire, on va peut-être un peu se mettre un peu à côté finalement de cette thématique croissance, puisqu'on a quelques hésitations sur la croissance effectivement américaine. On se dit, ça va continuer, mais avec quelle amplitude, quel rythme? On a quelques hésitations sur la croissance européenne, on vient d'en discuter. Est-ce que ça va continuer et avec quel rythme? Donc on se dit, jouons effectivement d'autres thématiques, notamment sur la partie value, où il y a encore un peu plus de choses, un peu plus d'espace. Et puis on va essayer de tirer parti de ce retard. Alors c'est vrai que les indices européens ont quand même bien tiré leur épingle du jeu par ailleurs, notamment par rapport aux indices américains. Mais donc je pense qu'il y a encore assez d'espace pour jouer la carte européenne. Et nous, c'est ce qu'on a fait dans nos portefeuilles. On a remis tout simplement, on était surpondéré sur les États-Unis, logiquement, thématique croissance. On a acheté cette thématique-là depuis le début de l'année. Ça nous a réussi, un peu moins au mois d'avril bien évidemment, mais on a décidé de réduire cette surpondération au profit effectivement de l'Europe. Et un autre marché finalement qui reflète finalement le fait que la value marche plutôt bien, même si c'est encore une autre histoire, c'est le marché japonais, où on voit qu'effectivement là encore, la thématique effectivement value revient elle aussi, et elle porte une partie effectivement de la cote. Donc au fond, jouer la rotation fondamentalement, c'est ce qu'on est en train de faire, et on se dit là vous faites tactique bien évidemment, c'est pas un call stratégique, mais on se dit que jouer l'Europe effectivement ça peut tout à fait apporter de la valeur au portefeuille. Nicolas, sur la value et l'Europe. Sur l'Europe, je pense qu'il y a... Non, l'Europe c'est très bien, mais
il y a une question qui est peut-être plus politique. C'est, on a les élections européennes donc le 9 juin. Bien sûr, oui, qui arrive. Et je pense que c'est pas tout à fait anodin parce qu'en fait, je pense qu'il y a une espèce de, l'écart de valorisation entre le marché américain et le marché européen, on va dire, ça fait quand même pas mal d'années que ça dure. Oui. Les États-Unis fonctionnent sur une stratégie de croissance qui est orientée vraiment sur sa demande domestique. Donc les entreprises américaines peuvent bénéficier d'un marché domestique extrêmement fort, quasiment, enfin pas captif, mais quasiment captif. Donc elles peuvent rayonner sur une base très forte au niveau international, ce qui les avantage largement. Et quand vous regardez les entreprises européennes, elles ont un marché domestique qui est atone depuis 20 ans. Et donc elles doivent essayer de se débrouiller pour essayer de capter des marchés à l'extérieur. Ouais, tout à fait, étranger. Et donc elles ont une situation qui est vraiment, c'est une rupture de concurrence énorme entre ce qui se passe pour une entreprise européenne sur son sol et par rapport à une entreprise américaine sur son sol. Je pense que les dirigeants européens en ont ras-le-bol d'avoir une stratégie qui soit vraiment basée comme celle-ci. Je pense que c'est un peu le sens des discours de Mario Draghi depuis quelques mois. Aujourd'hui, le sens du discours d'Emmanuel Macron la semaine dernière, qu'on va avoir les élections européennes. Après les élections européennes, il y a une réunion du Conseil, du Conseil européen. Et je pense qu'il y aura une volonté à partir de ce moment-là d'essayer au moins de changer et de modifier la stratégie économique européenne, justement pour la faire basculer. Une souveraineté européenne économique, quoi. On va dire d'essayer d'avantager un peu plus le marché domestique européen, notamment avec une BCE qui soit un peu plus souple que ce qu'elle a été depuis 20 ans. Si jamais on arrivait à cela, après, alors encore une fois, Mario Draghi l'a déjà dit, Macron le dit maintenant, ça va être très difficile de convaincre certains dirigeants, notamment l'Allemagne évidemment. Oui. Mais si on a une orientation comme ça, on aura au moins une perspective d'avenir pour la croissance européenne qui sera un peu plus favorable que ce qu'on a depuis 20 ans. Et à mon avis, effectivement, si ça commence à prendre forme, on peut avoir des perspectives très intéressantes sur le marché européen. Et juste un point, parce que dans votre raisonnement, vous avez invoqué la BCE. Alors je pense que la BCE n'a pas grand-chose à faire avec la politique de souveraineté et de protection des intérêts, ce qu'assument parfaitement finalement les Américains. Et c'est là leur force également, parce qu'eux se disent clairement... nous, on va protéger nos intérêts, protéger notre marché intérieur. Et donc, le débat autour... il y a Xi Jinping qui vient effectivement rendre visite à Emmanuel Macron lundi, voilà, tout simplement. Et donc, du coup, toute cette thématique-là, comment on fait pour protéger nos industries, comment on fait pour protéger notre marché intérieur, finalement, les Américains assument pleinement d'aller attaquer frontalement la Chine. Ils en ont les moyens, effectivement. Mais l'Europe, je pense, n'a pas à rougir, finalement, si elle se réunit, à aller directement parler à la Chine pour dire ça ne va pas se passer, effectivement, comme effectivement vous l'escomptez, et donc nous aussi on est capable effectivement de protéger notre marché. Et c'est là évidemment la différence. À ceci près que l'Europe exporte beaucoup en Chine quand même, et en particulier la France. Non, mais les États-Unis sont un partenaire effectivement privilégié de la Chine, ça n'empêche pas de leur taper dessus. Donc à un moment donné il faut assumer. Oui, mais je veux dire il y a une limite à voilà. Mais c'est un jeu d'équilibre, c'est la théorie des jeux. Donc c'est tout simplement à mon sens. Et là la BCE, je pense pour le coup ne peut rien faire. Je pense que la BCE elle peut, elle peut justement de tendance entre la demande domestique européenne et américaine depuis 20 ans est absolument, c'est magistral. Mais c'est pas du ressort de la BCE, ça. C'est avec les taux d'intérêt négatifs, qu'est-ce qu'on peut faire de plus à la limite ? Je vois pas finalement comment une politique monétaire peut être plus souple que celle-ci. Je pense que depuis 20 ans, il y a eu une succession d'erreurs de politique monétaire qui ont été causées par la BCE, que ces erreurs-là ont provoqué des ruptures de tendance assez fortes. Et en fait, quand vous regardez ces moments de creux, en fait, c'est ces moments de creux-là qui expliquent quasiment l'intégralité du différentiel de croissance entre les deux zones. En fait, de manière générale, à chaque fois qu'on a une crise en Europe, de toutes les manières, on n'arrive jamais à redémarrer effectivement aussi vite que les Américains. Ça, de manière structurelle. BCE ou pas BCE, finalement, quand on regarde les stats... Et surtout, et là, ce qui s'est passé notamment l'année dernière, c'est de voir qu'on avait une économie qui était beaucoup plus fragile que celle des États-Unis. Malgré tout, on a considéré qu'il fallait absolument monter les taux comme les Américains, alors que la situation sous-jacente n'était pas du tout la même. Même aujourd'hui, la BCE reconnaît, notamment dans ses papiers de recherche, que la cause de l'inflation à ce moment-là était largement due à l'énergie, que finalement c'était beaucoup du supply side et finalement pas de demande, alors que la composante demande est très importante aux États-Unis, ce qu'on n'avait pas en Europe. Et malgré ces différences quand même fondamentales dans la génération de l'inflation du côté américain et du côté européen, la BCE a choisi de réagir comme les Américains, comme si c'était la Fed, mais avec un résultat qui, à mon avis, n'est pas tout à fait... Oui, la politique de taux négatifs était particulièrement délétère, et il était quand même... vraiment temps d'en sortir. Je pense que c'est la seule chose qu'ils ont fait de bien, entre guillemets. Oui, c'est pas mon avis. Mais bon. Mais ça, sur la question du capital, on peut... Le problème, finalement, de la ça a été terrible. C'est qu'on avait l'Allemagne qui était exposée, finalement, à deux grands chocs massifs, le choc chinois et le choc énergétique. Donc, et là-dessus, encore une fois, on ne peut pas demander à la BCE de régler tous les problèmes. Le choc chinois, finalement, c'est un problème de stratégie industrielle de l'Allemagne. Ils ont mis, entre guillemets, tous leurs œufs industriels, si je puis dire, dans le panier chinois. Donc, c'est problématique, effectivement,
temps, quand l'économie ralentit de manière très forte. Et fondamentalement, le choc énergétique, ils ne peuvent pas le résoudre immédiatement. Ça prend beaucoup de temps. Ils sont en train de reconstituer des capacités, de diversifier effectivement leurs sources d'approvisionnement. Mais encore une fois, ça c'est possible effectivement avec une BCE, si je puis dire, qui baisse ses taux, qui favorise l'investissement et le financement. Mais il y a d'autres canaux. Et on le sait. Et fondamentalement, encore une fois, je pense que le procès est un peu trop facile concernant la BCE. On a tendance effectivement, et on l'entend un peu partout, c'est de la faute de la BCE. Bon, pas vraiment. Il y a absence de volonté politique. Le problème des États-Unis, vous l'avez parfaitement souligné, c'est que c'est une fédération et ça marche beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Dernier exemple en date, les budgets qui ont été développés pour l'Ukraine, ça a été fait, entre guillemets, à une vitesse. Dès l'instant où ils se sont mis d'accord, où les parlementaires se sont mis d'accord, les fonds ont été quasiment débloqués. En Europe, voilà, non, mais et ça marche très vite. Et nous, en Europe, on n'est pas capable de faire ça. Et donc, c'est plus une réforme, finalement, des institutions qu'il nous faudrait pour pouvoir, effectivement, faire avancer beaucoup plus vite l'Europe et faire bénéficier justement de tout ce réservoir. On le voit partout, l'union des marchés de capitaux, enfin, on voit des montants colossaux finalement un peu partout dans la presse et pourtant tout ceci reste complètement dormant, en jachère en quelque sorte. Mais ce qui me choque profondément, c'est de voir notamment... Quand je vois le patron de la Bundesbank, Joachim Nagel, qui est arrivé donc au début de l'année 2022, de voir les efforts qu'il a entrepris justement pour mettre en place ce cycle de hausse des taux, et de dire, je crois qu'il avait dit ça aux États-Unis, en gros, la récession fait partie de la solution. Si un banquier central américain dit ça, je pense qu'il est dehors demain. Enfin, oui. C'est pas acceptable de dire ce genre de choses. La croissance est vraiment, je pense, l'orientation principale de la Fed. C'est pas du tout le cas en zone euro. C'est une différence de culture qui est quand même assez importante. Et quand on voit le résultat sur les différentiels de croissance entre les deux zones au bout de 25 ans d'existence aujourd'hui, il y a quand même de quoi se poser un peu des questions et de voir sur les dynamiques. C'est pas possible. Et encore une fois, quand je pense aux entreprises européennes qui ne bénéficient pas du tout du même soutien de leurs demandes domestiques alors que les entreprises américaines en bénéficient et sont en concurrence avec ces mêmes entreprises, je pense qu'il y a véritablement un problème. On va passer sur les small limit cap. Est-ce que ça pourrait être leur année enfin en 2024 ? Enfin, est-ce que si les baisses des taux se profilent, effectivement, est-ce que on va enfin pouvoir élargir ses choix d'investissement et se tourner vers des plus petites capitalisations. Alors en avril, le CAC Small a surperformé le CAC Large, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Est-ce que la tendance peut se poursuivre étant donné les baisses de taux qui vont arriver ? Je ne sais pas si ça a un rapport véritablement avec les baisses de taux. Je pense que les petites capitalisations sont aujourd'hui dans un état de valorisation qui est le plus faible par rapport aux grandes capitalisations le plus faible des 15-18 dernières années. Puisqu'il n'y a plus de primes aujourd'hui sur les petites capitalisations par rapport aux grandes capitalisations, alors qu'il y en a toujours eu, parce qu'elles étaient supposées, ces petites capitalisations, croître de manière plus dynamique que les grandes. Peut-être aussi que cette croyance n'était pas finalement fondée, puisqu'on s'est aperçu que des très grandes entreprises, alors aux États-Unis, effectivement les 7 magnifiques qu'on connaît bien, mais en Europe aussi, des très grandes entreprises comme Novo Nordisk dans le diabète et l'obésité, ou encore ASML dans les semi-conducteurs, ont eu finalement des niveaux de croissance et de rentabilité, de croissance rentable, donc de croissance qui continuait de générer beaucoup de rentabilité, sur une base elle-même très élevée. Donc finalement, l'idée même que le fait de partir de bas permettait de croître plus est peut-être une idée qui était structurellement fausse, ou en tout cas qui n'est pas constante dans le temps. Donc peut-être qu'il y a cette idée qui s'est finalement répandue dans le marché. Il y a eu aussi le phénomène de la gestion passive qui a effectivement été plus porté sur les grandes capitalisations que sur les petites. Et puis, il y a eu un autre phénomène, sans doute une tendance un peu de fond, qui est l'avènement, ou en tout cas l'amplification de l'ESG et de l'ISR, qui a pénalisé les entreprises qui étaient moins à même de répondre à tous les questionnaires, d'être moins dans les listes, etc. Et donc, probablement, ça a créé un peu de flux sortant. Bon, et ce phénomène-là
touche sans doute à sa fin, parce que les opinions se rééquilibrent autour de l'ESG et de l'ISR, et puis que les petites entreprises ont pu, à leur tour, répondre aux questions qui leur étaient posées. Donc très probablement, ça s'apaise, et c'est peut-être ce phénomène-là qui se termine, qui permettrait aux petites entreprises de retrouver la prime historique qu'elles avaient sur les grandes capitalisations. Quand cette prime a été jusqu'à 70%, c'était sans doute excessif, et peut-être qu'une prime de 10 à 20% est possible à retrouver si la dynamique de résultats revient. Et donc oui, très, très probablement, il y a intérêt à s'intéresser aux small caps actuellement. Mabrouk, très rapidement. Très rapidement, d'un point de vue allocataire, non. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on est allocataire, on doit faire rentrer sur ces marchés qui ont des liquidités assez restreintes. Et donc, du coup, on fait de tout petits mouvements pour pouvoir effectivement être sur le marché, mais pour le moment, on n'a pas la conviction que c'est le moment. Encore une fois, il y a deux éléments qui nécessitent la croissance qui sont requis pour la croissance des small caps. C'est de la croissance économique, effectivement, pour voir ces entreprises croître, et des conditions monétaires et financières favorables. La croissance, il y en a un tout petit peu, effectivement, en Europe. Des conditions monétaires et financières, il n'y en a pas. Donc, et c'est pas avec une ou deux baisses de taux que ça va changer. Donc, à mon sens, tant que les taux américains resteront élevés, la traction qu'ils vont exercer sur les taux européens restera forte, et donc, ça va peser effectivement sur les small caps. Donc, il faut attendre que la Fed se décide. Ouais, je suis d'accord avec ça, d'autant plus que quand vous êtes une grande entreprise, que vous bénéficiez d'un marché, si vous prenez Nvidia qui est à 40% de croissance, évidemment des taux à 5, c'est pas très grave. Si vous êtes une entreprise qui n'a pas accès au crédit et que vous avez une croissance sur le reste de l'économie qui est relativement faible, vous ne pouvez pas vous en sortir, d'autant plus avec des entreprises qui sont les grandes entreprises qui sont gavées de cash, qui peuvent très bien passer à travers l'orage sans trop de problèmes, et qui en plus dans ce moment-là justement vont récupérer les parts de marché des plus petites entreprises, donc c'est pas forcément le moment. Il faut attendre vraiment à avoir des conditions financières qui soient au moins neutres pour que ça devienne vraiment véritablement intéressant. Mais avant, et on n'y est pas encore. D'accord. Donc ce sera peut-être plutôt pour 2025. On verra. Attendre encore un peu. Ouais. On attendra encore un peu. Merci messieurs, merci d'avoir été les invités de Smart Bourse ce soir. Merci à Mabrouk Chetouane, responsable stratégie marché globaux chez Natixis. Merci à Régis Béguet, partenaire et gérant chez Zadigame, et Nicolas Gutzmann, responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la Cité. Merci beaucoup. Merci à vous. Quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique, et chaque premier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour analyser un cas d'investissement sous le prisme de l'analyse fondamentale. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Nikolai Marinov, qui est analyste financier et gérant chez Clartan Associés. Bonsoir Nikolai et bienvenue. Bonsoir. Alors, nous sommes là ce soir pour parler de Rolex. Alors, tout le monde ne connaît pas Rolex. Alors, est-ce que d'abord, vous pouvez nous présenter la société, quel est son secteur d'activité, sa taille, et puis peut-être faire un petit rappel historique pour qu'on situe bien quelle est la société dont vous nous parlez ce soir. Oui, en effet, il s'agit de Rolex, qui est une des grandes capitalisations en Europe, 74 milliards d'euros de capitalisation. La société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 9 milliards de livres sterling, et elle a une double cotation à Londres et Amsterdam qui provient de son historique, puisque c'est le résultat d'une fusion qui a eu lieu il y a 30 ans entre une entreprise britannique, Reed International, et l'entreprise hollandaise Elsevier, qui, elle, tire leurs origines de la fin du 19e siècle. Donc aujourd'hui, c'est le leader mondial de la fourniture de données dans 3 grands domaines spécifiques, et qui sont d'ailleurs assez équitablement répartis dans la génération des revenus. Vous avez l'analyse du risque financier, la science et le droit. Et dans l'analyse des risques financiers, il s'adresse notamment aux institutions financières. Et à la banque assurance aussi, peut-être. Oui, tout à fait, banque assurance. Et donc, ils offrent des bases de données qui permettent de réduire la fraude, de réduire le risque de blanchiment d'argent, ou de notation de crédit, ou bien estimation du risque assurantiel. Dans la science, c'est également des bases de données assez colossales qu'ils offrent à disposition des institutions académiques, notamment dans le domaine médical.
Et dans cette division, ils sont également éditeurs de journaux scientifiques. Ils publient presque 3000 journaux. Donc c'est le leader mondial dans cette activité. Et finalement, dans le droit, ces fournitures de données donc liées au corpus juridique, c'est tous les textes de loi, réglementation, jurisprudence et procès-verbaux d'audience. Il y a une quatrième activité qui est de salon professionnel, mais qui n'est pas cœur. Donc, qui n'est pas le cœur de métier. D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée de cette société dans son marché aujourd'hui ? Oui, c'est une société qui a déjà offre à ses clients une profondeur hors norme de données. Rien que si je prends pour exemple le domaine juridique, leur base de données contient presque 140 milliards de documents. Ouais. Dans le médical, c'est assez gigantesque également. Donc, ce sont des bases qui sont difficilement réplicables. Ensuite, leurs plateformes sont assez bien intégrées dans les process informatiques des clients, ce qui fait que le taux de rétention est assez élevé, puisque puisque changer de fournisseur implique des coûts importants. Et finalement, donc, comme ils ont un leadership sur la plupart des métiers, ils sont capables de déployer des nouvelles solutions assez rapidement auprès d'un plus grand nombre de clients. D'accord. Vous me parliez aussi de l'investissement dans l'IA de la société. Oui, nous considérons chez Clartin Associés que RELX est un gagnant de l'essor de l'intelligence artificielle, notamment générative, puisque c'est une entreprise qui a une historique assez riche de plusieurs décennies. Ils sont à la pointe dans le traitement des données, dans des technologies comme non seulement l'intelligence artificielle, mais aussi l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning, le big data, l'analyse des données. Et nous considérons que leur base de données propriétaire offre aux clients des sources plus fiables et plus complètes que les solutions généralistes qui, elles, sont basées uniquement sur des documents publics. Et donc, nous considérons que cette base de données propriétaire est un facteur d'avantage compétitif considérable. Et nous le voyons notamment dans le domaine du droit, où leur solution dernier cri, Lexis AI, donc, permet à cette division d'accélérer sa croissance organique, notamment aux États-Unis, où l'industrie des services juridiques a des marges de progression en termes de productivité. Et leurs produits sont capables non seulement d'extraire les informations, mais également de rédiger des synthèses, de produire des réponses, donc un gain de productivité assez considérable. Une véritable valeur ajoutée avec l'IA à leur base de données qu'ils avaient déjà. Oui, tout à fait. Le taux de pénétration est encore assez faible. Et mais puisque le potentiel est quand même énorme. C'est un service qui est encore embryonnaire, mais l'adoption est assez rapide. D'accord. Et alors, comment vous gérez ce dossier chez Clartan ? C'est un titre que vous avez en portefeuille depuis longtemps. C'est une position de long terme pour vous ? Oui, c'est une position de long terme. Nous l'avons initié un peu plus d'un an. Donc, le dossier est aujourd'hui une entreprise une action dite de fonds de portefeuille, où le parcours boursier va être porté surtout par la croissance bénéficiaire. Et chez RELX, il y a non seulement le potentiel d'accélération de la croissance des revenus liés à ces nouveaux produits, mais aussi ils seront sans doute capables de dégager des gains de productivité dans leurs propres opérations à travers l'automatisation de certaines tâches comme le développement de programmes, donc qui peuvent être effectués par des machines. Et donc il y a également une possibilité d'amélioration de la marge opérationnelle. D'accord. Donc, nous sommes assez confiants que cette entreprise sera capable de croître ses résultats de chiffres sur une période d'au moins 7 ans.
D'accord, oui, d'accord. Donc c'est vraiment une position long terme, mais avec une croissance assez forte. Il y a une volatilité ou au contraire ça monte en ligne droite? Le titre, vous l'avez en portefeuille depuis 1 an, le titre monte depuis combien de temps à peu près? Oui, il a remonté depuis 2 ans. D'ailleurs, depuis la fin du... Oui, oui, depuis l'inflexion sur les taux d'intérêt, puisque c'est une valeur de croissance. Bien sûr, ouais. Et puis, l'année dernière, à la fin 2023, quand les résultats montraient que les nouveaux produits liés à l'intelligence artificielle trouvaient un bon accueil auprès des clients, la société s'est appréciée parce qu'au départ, il y avait encore une petite méfiance sur la durabilité de l'avantage compétitif. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une bascule liée à ces nouvelles technologies? Pour l'instant, comme ils les ont intégrées, le titre a grimpé énormément. Ouais. Vous disiez sur les estimations de croissance à 2 chiffres pendant 7 ans, c'est ce que vous anticipez chez Constant Associés? Oui. Ouais. Puisque la croissance du chiffre d'affaires va croître de 7 à 8% et couplée à des gains de productivité réguliers sur les coûts, et en plus de leviers opérationnels liés au volume, peut soutenir cette croissance sur le moyen terme. D'accord. Eh ben, merci Nicolai pour votre éclairage sur cette valeur. Nicolai Marinov, analyste financier et gérant chez Clartan Associés, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette édition en replay sur notre site bismarttv.fr. Vous pouvez évidemment également retrouver cette émission en podcast sur toutes vos plateformes préférées.